Troisième partie de la séquence consacrée à la Révolution française. Alors, je ne vais pas proposer une séance classique, ce serait trop complexe, trop dense. Voilà, rien que la chronologie est tout de même extrêmement étoffée. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de personnages. On a tôt fait de s'y perdre. J'ai pas non plus envie de trop simplifier. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est voilà, un déroulé euh, chronologique avec plutôt l'idée des causes-conséquences. Voilà, un événement en entraîne un autre, etc. Ce qui permettra, j'espère, de clarifier un petit peu tout ça, parce que je vous dis, la chronologie, rien que 10 ans là, de révolution, c'est extrêmement dense. Donc enfin, on va revoir très rapidement. Donc voilà, d'emblée, on avait posé l'enjeu, c'est-à-dire la crise financière, la crise budgétaire des années 1780. On avait vu que Louis XVI avait une volonté de réforme du système fiscal et il avait fait convoquer les États généraux en mai 1789, sachant que chacun des trois ordres avait rédigé des cahiers de doléances. Ensuite, on avait vu, donc toujours en mai évidemment, hein, que les députés du tiers-État réclament le vote par tête et finissent par se proclamer Assemblée nationale avec d'ailleurs d'autres députés, donc de la noblesse et du clergé, et qu'ensuite, par le serment du jeu de paume, cette Assemblée nationale fait le serment de donner une constitution à la France, c'est-à-dire d'encadrer les pouvoirs du roi, qui serait plus donc dans le cadre d'une monarchie absolue. On pourrait dire que c'est donc une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée qui vise à créer une nouvelle constitution. Donc, dans le même temps, on avait vu la prise de la Bastille, donc une émeute populaire, sachant que Louis XVI avait commis des maladresses, le renvoi de Necker, et puis aussi le fait que des troupes, donc l'armée encerclait Paris, donc il y a un vent de panique parmi le peuple, et il veut s'armer, et donc le peuple trouve des armes dans cette prison. D'ailleurs, pour la petite histoire, mais le gouverneur de cette prison sera décapité et sa tête placée sur une pique. Alors, dans le même temps, donc on est là à l'été 1789, il y a une contagion en fait révolutionnaire dans toutes les provinces. C'est ce qu'on appelle la Grande Peur. En fait, c'est une révolte populaire, on pourrait dire une révolte spontanée de la paysannerie, on pourrait dire après des siècles de domination seigneuriale. Et là, c'est vraiment l'image qu'on pourrait garder de la Révolution, parce que voilà, c'est les paysans qui attaquent, on pourrait dire littéralement les châteaux, qui brûlent les archives, qui brûlent voilà les droits de propriété, les droits qui indiquent les impôts, enfin voilà, ce qu'on appelle la Grande Peur, en clair, contagion révolutionnaire dans les provinces, la paysannerie qui se révolte contre la noblesse. Et d'ailleurs, à cette date-là, certains sentent venir vraiment le vent mauvais, vont fuir à l'étranger, notamment les frères de Louis XVI, qu'on retrouvera d'ailleurs en 1815. Ils vont revenir au pouvoir, les frères de Louis XVI, on aura bien l'occasion d'en parler. Donc les futurs Louis XVIII et Charles X, et les deux fuient à l'étranger face à ce début de euh, révolution. Euh, alors, là où les événements vont s'enchaîner, c'est en août 89. Ça marque, on pourrait dire officiellement, la fin de l'Ancien Régime, parce que donc l'Assemblée constituante, on pourrait dire donc l'Assemblée nationale, proclame d'abord, le 4 août, la fameuse nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Donc, le clergé, la noblesse n'ont plus de privilèges. Le 26 août, toujours cette même assemblée proclame les droits de l'homme et du citoyen. Alors là, pour le coup, on avance un peu donc dans la chronologie. Je vous épargne les autres lois, bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais en tout cas, le 14 juillet 1790, donc c'est bien l'anniversaire de la prise de la Bastille, c'est ce qu'on appelle la fête de la Fédération. En fait, Louis XVI prête serment à la nation, parce que là, on n'est pas encore dans l'idée d'une république, on n'ose pas encore peut-être l'imaginer, on est encore dans l'idée d'une
tout cas l'Assemblée nationale, hein, d'une monarchie constitutionnelle, on pourrait dire une monarchie tempérée. Et donc Louis XVI prête serment de respecter les décisions de l'Assemblée, hein, donc il prête serment à la nation. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mais quand on parle de la fête nationale du 14 juillet, ce n'est pas la commémoration, comme on croit souvent, de la prise de la Bastille, mais c'est la commémoration de la fête de la Fédération. Bon, petit détail, mais qui a son importance. Alors, j'avance dans la chronologie. On est là en juin 1791. Alors, parenthèse, mais bon, je vous épargne des lois économiques qui ont leur importance quand même, hein, mais voilà, c'est des lois, notamment la loi Le Chapelier, qui libéralise le commerce. Je rentre pas dans les détails, ce serait peut-être un petit peu trop complexe. Mais en tout cas, voilà, Louis XVI est mal conseillé, parce qu'il y a tout un courant, évidemment, anti-révolutionnaire parmi la haute noblesse. On a déjà vu que ses deux frères avaient fui la France, hein, s'étaient exilés. Et Louis XVI donc, est mal conseillé, et il tente de fuir à l'étranger. En clair, de rejoindre l'Autriche, sa femme étant autrichienne. Et donc il se déguise, ça paraît un peu théâtral, mais enfin oui, c'est la réalité, il se déguise en bourgeois, avec femme et enfants, et ils partent en diligence vers la frontière, on est là, on pourrait dire la frontière voilà, avec l'Allemagne actuelle, hein. Sauf il est reconnu, arrêté, donc sa fameuse arrestation de Varennes, et là, pour le coup, l'Assemblée lui pardonne quand même. C'est étonnant, mais il reste quand même en place. C'est-à-dire que là aussi, c'est intéressant de noter, mais l'Assemblée, en tout cas, n'a pas intérêt à abolir comme ça la monarchie. Il y a encore un courant fort qui souhaite une monarchie constitutionnelle. Et donc Louis XVI, malgré cette tentative de fuite, est remis au pouvoir. Et officiellement, en septembre 1791, est proclamé la monarchie constitutionnelle. Alors, là, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais bon, on a bien compris que le roi n'a plus tous les pouvoirs, qu'il y a déjà une assemblée qui peut voter l'impôt, notamment, mais le roi a un pouvoir important dans le cadre de cette constitution, c'est ce qu'on appelle le droit de veto. Veto, ça veut dire en latin, hein, je m'oppose, c'est-à-dire qu'il peut s'opposer à une décision prise par l'Assemblée. Et donc il va plusieurs fois user de ce droit de veto, notamment pour empêcher des lois qui appauvriraient l'Église. Là aussi je ne rentre pas trop dans les détails, mais bah, voilà, il y a ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. En gros, l'Église voilà, voit ses biens vendus ou spoliés. Donc voilà, l'Église évidemment perd beaucoup de puissance et de richesse, et le roi va utiliser son veto. Alors il en a le droit, mais il le fait peut-être de manière un petit peu maladroite ou un peu excessive. Du coup, ça suscite la méfiance et des revendications populaires. Et d'ailleurs, on va l'appeler à un moment Monsieur Veto. Et dans le même temps, donc en avril 1792, la France finit par déclarer la guerre à l'Autriche. C'est bien la France qui déclare la guerre à l'Autriche, parce que voilà, l'Autriche, on a bien compris depuis le départ, veut éviter toute propagation, on pourrait dire, de ces idées révolutionnaires déjà dans son royaume, sans compter qu'il y a une forme de solidarité, parce que Marie-Antoinette donc, est la fille de l'empereur d'Autriche, hein, donc l'Autriche des Habsbourg, hein, voilà, qui est un royaume très, très puissant en Europe centrale, et qui d'ailleurs possède notamment les Pays-Bas, donc l'Autriche, c'est pas que l'Autriche actuelle, évidemment, mais enfin voilà, en tout cas, la France entre en guerre contre l'Autriche, alors même d'ailleurs aussi que le roi avait mis son veto à cette déclaration de guerre. Et c'est vu là aussi comme un acte suspicieux, c'est-à-dire on a l'impression qu'il préfère l'Autriche à la France. Et là, il commet une erreur, parce que d'ailleurs c'est ce qui va finalement lui causer bien des tracas, c'est parce que il va, en tout cas, il passera pour quelqu'un de plutôt favorable à l'étranger. Bon, il n'est plus le roi des Français, mais il devient un petit peu l'allié des Autrichiens. Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais justement, comme je viens de le dire, Louis XVI n'est plus roi de France, mais roi des Français. Donc il est le roi de citoyens et non plus de sujets. Les mots ont leur importance. Alors dans ce contexte-là, hein, de méfiance envers le roi, de guerre qui est déclarée à l'Autriche, il y a une insurrection populaire qui éclate à Paris,
avec la prise du château des Tuileries en août 92. Parce qu'en fait, à un moment, le roi a été placé, on va dire, sous contrôle de l'Assemblée, et il est forcé de quitter le château de Versailles, et il est mis dans un château dans le centre de Paris pour être mieux contrôlé par l'Assemblée. Donc c'est le château des Tuileries, hein, bon, qui n'existe plus maintenant, mais enfin voilà, maintenant c'est le jardin des Tuileries, hein, donc voilà, en gros dans le centre de Paris, pas très très loin du Louvre. En tout cas, voilà, il y a une émeute, il y a une partie aussi des troupes, voilà, des soldats qui rejoignent l'émeute, qui attaquent le château, qui est gardé d'ailleurs par des mercenaires, les fameux gardes suisses, et le roi est arrêté, on l'accuse de faire le jeu des Autrichiens. Et d'ailleurs, là aussi, bon, je pourrais développer, mais les Autrichiens commettent une maladresse. En fait, leur chef militaire, on va dire, s'appelle le duc de Brunswick, fait placarder en français donc des affiches dans Paris en disant, en gros, si vous touchez au roi, on vous massacre. Donc ce qui fait dire que le roi est allié des Autrichiens. En fait, il croit bien faire, Brunswick, il veut menacer les Français, mais les Français, du coup, se disent, ben, ça veut dire que le roi est avec les Autrichiens. Hein, c'est ce fameux manifeste de Brunswick. Bon, bref, en tout cas, le roi est arrêté. Et dans le même temps, en septembre 1792, c'est une première grande victoire française à Valmy, en Champagne, si je dis pas de bêtises, contre les Prussiens. Alors, attention, c'est pas les Autrichiens, c'est les Prussiens qui étaient alliés aux Autrichiens. Hein, bien sûr, la Prusse, c'est un royaume au nord de l'Allemagne. Donc, on va dire première victoire. Alors, c'est pas une victoire militaire cruciale, mais voilà, c'est une victoire symbolique parce que pour la première fois, on pourrait dire les troupes révolutionnaires hein, vont battre les monarchies européennes. Et le lendemain, date clé, le 21 septembre 1792, c'est la proclamation de la première République. Là, pour le coup, le roi est destitué, il est vu comme un traître, donc il sera ensuite, on verra, jugé par l'Assemblée nationale, mais c'est bien le 21 septembre 1792, le lendemain même de la bataille de Valmy, qui est proclamée la première République, qui prend officiellement pour nom le régime de la Convention. Hein, une convention, c'est un accord, hein, voilà, pour dire régime de la concorde nationale, on pourrait dire comme ça. Alors, sauf qu'évidemment, l'histoire ne va pas s'arrêter là, parce que en 1792 et puis les années suivantes, il y a une région qui va entrer en rébellion. C'est la Vendée. Hein, on est là, en gros, entre la Bretagne et l'Aquitaine. Hein, donc c'est la région de La Rochelle. Hein. Les Vendéens qui sont très attachés au catholicisme, très attachés à la royauté. Alors il y a aussi une partie de la Bretagne aussi qui va se révolter. Et là, pour le coup, les républicains vont envoyer des troupes et ça va virer en massacre. Bon, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais il y a des centaines de milliers de morts. Les civils vendéens vont payer un très très lourd tribut à cette révolte contre la République. Hein. Donc c'est la fameuse guerre de Vendée. Donc on pourrait dire une guerre civile entre Français. Alors pour revenir aux affaires plus politiques, au sein de cette assemblée qu'on appelle donc la Convention, il y a deux bords, il y a deux camps. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler la droite des révolutionnaires modérés, c'est ce qu'on appelle les Girondins, parce que beaucoup venaient de Gironde, hein, donc un département d'Aquitaine. Toute petite parenthèse, mais c'est en 1790 que sont créés d'ailleurs les départements. Donc je ne développe pas tout là, on verra après dans les tableaux de synthèse les acquis de la Révolution. Mais bon, en tout cas, ces Girondins, eux, veulent un pouvoir plutôt décentralisé, c'est-à-dire qu'ils veulent que les régions, les villes aient des pouvoirs. Ils veulent une espèce de fédération. Ils se méfient d'un État trop centralisé. Dans l'autre bord, on a ce qu'on appelle les montagnards, plutôt classés à gauche. Alors on les appelle montagnards parce qu'ils sont en hauteur hein, dans l'Assemblée, hein. C'est pas parce qu'ils vivent dans les Alpes. Hein. Donc eux, les montagnards, sont plutôt voilà, plus révolutionnaires que les Girondins. Ils sont plutôt attachés à un pouvoir centralisé. Alors, parmi ces partisans voilà, d'un pouvoir fort, d'un pouvoir central, en gros d'une capitale qui décide de tout, on a aussi un courant politique qui a donné un terme qu'on connaît encore en français, hein, qui s'appelle des Jacobins. Donc c'était un club politique qui se réunissait dans
un couvent de jacobins. Les jacobins, c'était des moines. Et donc ces jacobins, en fait, sont des républicains très attachés à un pouvoir central fort. En gros, ils veulent un État qui s'incarne autour d'une capitale, qui décide de tout. Et c'est plutôt eux qui vont l'emporter. La France a une tradition jacobine. La France est un pays, depuis d'ailleurs même le Moyen-Âge, très centralisé. Les régions ont peu de pouvoir. Alors ça a changé, évidemment, avec les grandes lois de décentralisation. Les régions, les villes, les communes donc, ont plus de pouvoir. Mais enfin, en tout cas, voilà, hein, la France est très attachée à ce qu'on appellera aux idées jacobines. Bon, j'espère qu'on suit, hein, voilà, mais c'est des termes quand même importants, hein, qu'on retrouve encore dans notre France contemporaine. Alors là, c'est ce climat, on va dire, de tension, de guerre civile, amène en fait au pouvoir Danton et Robespierre. Alors on les a pas encore cités, hein, c'était des députés, donc, des députés de l'Assemblée, donc de la Convention, très, très influents, de grands orateurs, hein, ce sont des avocats. Et Danton et Robespierre donc, sont des montagnards, hein, et ils vont, on dirait plutôt voilà, très révolutionnaires, plutôt marqués à gauche, et ils vont euh, instaurer un régime, enfin, en tout cas un gouvernement révolutionnaire. Ils vont, voilà, ils veulent défendre les acquis de la Révolution. La France est quand même en guerre encore, évidemment, donc il y a un gouvernement, ce qu'on appelle le salut public, hein, donc sauver la nation. Hein, la nation est en péril, donc il faut voilà, réunir tous les Français derrière un ennemi, qui est donc évidemment l'Autriche, mais aussi les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire les royalistes ou les Vendéens. Donc là, hein, retenez bien, Danton et Robespierre prennent la main sur les Girondins. Et c'est dans ce contexte-là qu'en janvier 1793, l'Assemblée de la Convention vote à l'unanimité la condamnation à mort de Louis XVI, hein, pour crime de haute trahison. Il est guillotiné et quelques mois plus tard, il est rejoint sur la guillotine par son épouse Marie-Antoinette. Donc ça c'est une date clé, hein, le roi Louis XVI est guillotiné en janvier 1793. Donc je m'arrête pour cette partie-ci. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.